Bien, donc je te remercie de me poser cette question sur ce qu'il y avait avant le Big Bang, parce que c'est une question magnifique, fascinante, c'est une question qu'on ne peut pas ne pas se poser, et pourtant, comme je vais essayer de te le montrer, la réponse est un peu délicate, parce qu'elle dépend du cadre de pensée dans lequel on se place. Je vais donc tenter d'abord de t'y répondre du point de vue de la relativité générale, la très belle théorie d'Einstein, qui est véritablement le paradigme dans lequel nous comprenons aujourd'hui l'univers, et d'autre part, dans le cadre de modèles plus spéculatifs qui sont peut-être plus adaptés pour faire face à cette interrogation, mais qui ne jouissent pas du même niveau de corroboration expérimentale. Alors qu'est-ce que c'est la relativité générale? Finalement, c'est une théorie du champ gravitationnel. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Ce que nous montre la magnifique élaboration, disons, découverte ou invention d'Albert Einstein, c'est aussi que le champ gravitationnel, c'est la même chose que l'espace-temps. Et donc, en nous montrant que le champ gravitationnel est en évolution, ce que Einstein pointe du doigt, c'est que l'espace-temps lui-même est quelque chose susceptible d'évoluer. Autrement dit, l'espace-temps répond à la présence de matière. Il se distend, il se distord, il se courbe, eu égard à l'existence des corps. C'est ainsi que l'on comprend par exemple que la Terre tourne autour du Soleil, non pas parce qu'une force l'y contraint, comme l'aurait suggéré Newton, mais au contraire, parce que la Terre tente d'avancer suivant la ligne la plus droite possible dans l'espace, qui est lui-même incurvé par l'existence du Soleil. Mais au-delà de ces propriétés de courbure et de géométrie un peu complexes, ce qui est vraiment magnifique dans la proposition einsteinienne, c'est que l'espace et le temps deviennent des champs dynamiques. Exactement, si tu veux, comme un champ protonique ou électronique dans la théorie quantique est quelque chose qui emplit l'espace et qui peut localement être excité sous forme de particules, l'espace-temps devient une substance qui est elle-même en évolution. Autrement dit, il n'y a plus de différence radicale, ontologique, diraient les philosophes, entre l'espace-temps, qui a été vu anciennement par Newton ou Kant comme le contenant, et le contenu, les champs quantiques, les particules, tous ces objets avec lesquels les physiciens composent usuellement. Et c'est comme ça que l'on comprend l'évolution et plus exactement l'expansion de l'univers. Ce n'est pas un déplacement des corps à l'intérieur de l'espace, c'est l'espace lui-même qui se dilate. Autrement dit, nous observons le mouvement propre de l'espace tel qu'induit par les équations d'Einstein qui ne sont rien d'autre que les équations du mouvement de l'espace lui-même, exactement comme les équations que nous avons apprises à l'école nous permettent de calculer l'évolution du craie ou d'un feutre que l'on lancerait dans le champ gravitationnel de la Terre. Alors, bien sûr, comme l'univers est en expansion, ce que l'on observe aujourd'hui très bien du point de vue des galaxies qui s'éloignent, mais aussi du point de vue d'un grand nombre d'autres observables fondamentales de la cosmologie contemporaine, il y a vraisemblablement eu un moment, si on repasse le film en arrière, où l'ensemble des points de l'espace se trouvaient concentrés strictement au même endroit. Et ce moment, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Alors, soyons clairs, le modèle du Big Bang au sens large, c'est-à-dire le fait que l'univers aujourd'hui est en expansion, le fait que l'essentiel et même la totalité de ce qui est visible dans notre environnement fut, il y a quelques 13 milliards d'années et un peu plus, concentré dans un point qui était plus petit qu'une tête d'épingle, une sphère qui était extraordinairement minuscule, cela ne fait pratiquement plus question. Je crois qu'on peut considérer qu'il s'agit de sciences établies. Je ne dirais pas certaines, parce que tout est toujours sujet à déconstruction en science. C'est ce qui fonde la science. Mais enfin, il est peu probable, n'est-ce pas, que l'on revienne sur une Terre plate. Je crois que la rotondité de la Terre est acquise. De la même manière, le fait que la totalité de l'univers visible se trouvait condensé dans un volume extraordinairement petit est quelque chose qui me semble presque aussi fondamentalement et fermement acquis. Pour autant, si je remonte encore en avant, vers l'instant initial, là bien sûr, les choses se compliquent. Parce que ce que nous apprend la théorie d'Einstein, la relativité générale, celle qui permet de comprendre l'ensemble des mouvements dans le cosmos, depuis les trous noirs jusqu'aux étoiles, c'est qu'à temps fini, quand je reviens dans le passé, il y a un instant auquel les choses se passent mal. C'est ce qu'on pourrait appeler, du point de vue mathématique, une singularité.
La singularité du Big Bang, c'est le moment où les grandeurs physiques deviennent infinies. La température devient infinie, la densité devient infinie, la courbure devient infinie, autrement dit, rien ne va plus. Alors parfois, on dit qu'il s'agit d'une pathologie de l'espace-temps. Moi, je préférerais que nous soyons plus modestes. Je crois que l'espace-temps va très bien, je ne pense pas qu'il ait besoin d'une clinique. Je crois que si pathologie il y a, c'est plutôt une pathologie de la théorie que nous décrivons pour décrire l'espace-temps. Alors, ce que nous dit la relativité générale est extrêmement clair. Elle nous dit que quand je remonte dans le passé, j'atteins ce Big Bang. Et la question se pose alors, qu'y avait-il avant le Big Bang? Et la réponse que la théorie d'Einstein nous conduit à donner de façon extrêmement claire et non ambiguë, c'est que la question est fausse. Pourquoi la question est fausse? Parce qu'il n'y a pas d'avant le Big Bang. Du point de vue de la théorie relativiste, c'est extrêmement clair. Le temps et l'espace sont tellement liés qu'en réalité le temps et l'espace sont la même chose. Ce ne sont que deux aspects d'une même entité sous-jacente. Il n'y a donc strictement aucune signification à penser un temps d'avant l'espace. Si l'espace apparaît au moment du Big Bang, le temps apparaît au moment du Big Bang. Comme si en quelque sorte les lignes de temps se rejoignaient à l'instant du Big Bang. Et soyons parfaitement explicites, je ne dis pas nous ignorions ou nous ignorons ce qu'il y avait avant le Big Bang. Je dis avant le Big Bang n'existe pas. C'est tout à fait différent comme réponse. Peut-être je peux donner l'analogie qui, je crois, a été développée par mon ami Carlo Rovelli. Imaginez un explorateur qui doit découvrir ce qui se passe sur Terre au niveau du pôle Nord. Il va vers le Nord, vers le Nord, vers le Nord, et il arrive au pôle Nord. Et ses amis de la Société géographique nationale lui demandent « Et qu'y a-t-il au nord du pôle Nord ?» Et il répond « Il n'y a pas de nord du pôle Nord. Aucun point à la surface de la Terre, n'est-ce pas, ne se situe au nord du pôle Nord. » Donc, soyons bien clairs, ça ne veut pas dire « J'ignore ce qui se trouve au nord du pôle Nord ». Ça veut simplement dire « Votre question n'a pas de sens. Il n'y a pas de point au nord du pôle Nord. » Et c'est exactement la même chose en cosmologie. Ce que le modèle standard tente à nous enseigner, c'est que l'avant-Big Bang n'existe pas. C'est en quelque sorte un signifiant sans signifier. Pour le dire peut-être plus simplement, c'est une expression qui ne réfère à rien. La question est une erreur dans les termes, une contradiction dans les termes, pour le dire comme les linguistes. Ça, c'est une réponse qui est parfaitement cohérente. Du point de vue mathématique, il n'y a pas de difficulté dans cette réponse, et c'est celle que nous donne la grande théorie d'Einstein, qui est par ailleurs si bien testée expérimentalement, jusqu'à, comme vous le savez, la mise en évidence directe, il y a quelques années, de ces fameuses ondes gravitationnelles, ces petits tressaillements fugaces de la métrique de l'espace-temps. Pour autant, je sens en nous une forme d'insatisfaction par rapport à cette réponse. Et cette insatisfaction, je la partage avec toi. Et je vais te dire pourquoi je la partage. Je ne la partage pas parce que cette réponse viendrait en quelque sorte choquer le sens commun. Parce qu'en réalité, c'est un peu le rôle, n'est-ce pas, de la science, de la philosophie, de la pensée en général, que de choquer le sens commun. Et il n'est pas contradictoire, il n'est pas aporétique qu'une proposition scientifique signifiante, et même correcte, voire juste, vienne s'inscrire en faux par rapport à l'intuition usuelle. C'est même presque tout ce que nous a enseigné la science du XXe siècle. Donc pour le dire simplement, que ce soit bizarre ne signifie pas que c'est faux. Au contraire, de la physique quantique jusqu'à la relativité, presque toute la science contemporaine est en effet bizarre. Ce qui pose problème, c'est plutôt que cette réponse, aussi claire et acceptable soit-elle, émane d'une théorie qui n'est vraisemblablement plus utilisable au moment du Big Bang. Je voudrais m'expliquer. La relativité générale fonctionne extraordinairement bien. Comme je te le disais, elle explique ce qui se passe dans les étoiles à neutrons, elle explique la croissance de l'univers entre une fraction de seconde après le Big Bang jusqu'à l'accélération de l'expansion cosmologique aujourd'hui observée. Mais elle n'explique vraisemblablement pas l'instant originel lui-même, le t égale 0, le Big Bang stricto sensu. Pourquoi ? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, parce que le Big Bang, en tant que divergence, c'est une singularité, donc une pathologie. Et pourquoi la théorie semble-t-elle être pathologique au moment du Big Bang ou au cœur des trous noirs ?
Parce que vraisemblablement, elle omet d'intégrer la physique quantique. Nous avons deux grands piliers pour la science au XXe siècle. La relativité d'Einstein, qui décrit admirablement le macrocosme, et la physique quantique de Dirac, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Pauli, qui décrit admirablement bien le microcosme. La plupart du temps, nous pouvons nous permettre le luxe d'être schizophrènes, c'est-à-dire d'utiliser soit l'une, soit l'autre, suivant le phénomène qui est considéré. Mais, dans l'univers primordial, c'est-à-dire très proche du Big Bang, il est notable que les deux théories doivent être utilisées simultanément, parce que le monde est à la fois dans un régime relativiste, grande courbure, champ gravitationnel intense, et dans un régime quantique. Par conséquent, il faut une théorie qui tienne compte des deux aspects, ce qu'on nomme un modèle de gravitation quantique. Hélas, cette gravitation quantique, qui est en quelque sorte le Graal de la physique théorique, est recherchée depuis près d'un siècle par les plus grands esprits de la physique théorique. Einstein y a consacré plus d'une dizaine d'années, essentiellement sans succès. Au moins, disons, sans succès faisant l'unanimité. Il n'y a pas aujourd'hui une convergence de vues dans la communauté des physiciens sur ce que doit être la théorie cohérente ou au moins acceptable de gravité quantique. Donc nous avons plusieurs pistes. Chacune de ces pistes va donner une réponse différente à la question de qui avait-il avant le Big Bang. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on pense non plus dans le cadre de la relativité, mais dans le cadre de ces modèles spéculatifs, puisque non encore vérifiés par l'expérience, néanmoins mathématiquement nécessaires, puisqu'ils intègrent la physique quantique, nous avons alors des réponses extrêmement différentes. Et en particulier, la question retrouve du sens. Dans la plupart de ces approches, il est à nouveau possible de poser la question qui avait-il avant le Big Bang, parce que le Big Bang cesse d'être l'instant primitif, parce que la singularité disparaît, la théorie redevient régulière, elle est, pourrait-on dire, guérie de sa pathologie. La clinique, ici, correspondait en quelque sorte à l'introduction ou à la prise en compte des phénomènes quantiques. Alors, il y a essentiellement deux grandes classes de modèles pour décrire l'avant-Big Bang dans ces approches spéculatives. Les modèles dits émergents, dans lesquels l'univers aurait en quelque sorte vécu dans une phase pré-spatiale ou pré-géométrique, aurait subi une transition de phase et aurait alors émergé sous la forme de ce monde en expansion que nous observons aujourd'hui, ou les modèles en rebond, pour lesquels il y aurait une phase de contraction de l'univers avant la phase d'expansion dans laquelle nous nous trouvons effectivement. Alors pour des raisons de biais professionnel, parce que je travaille sur une théorie qui conduit à des rebonds, je vais plutôt t'expliquer en quelques mots cette seconde classe qui, mais ça n'engage que moi, me semble un peu plus convaincante que la première. Je vais prendre l'exemple de la gravitation quantique à boucle, qui est une tentative de théorie de gravitation quantique. Tout le monde connaît, au moins de nom, la fameuse théorie des cordes, qui est une très belle tentative d'unification de l'ensemble des interactions fondamentales et des forces élémentaires, que je trouve mathématiquement très élégante, très convaincante, mais qui est très coûteuse également en hypothèse radicale révolutionnaire. Si tu veux, en théorie des cordes, il faut supposer des dimensions supplémentaires, des symétries supplémentaires. Tout cela est peut-être vrai, ou n'est peut-être que le fruit de notre imagination. Il est trop tôt pour conclure. Au contraire, dans le modèle de gravitation quantique à boucle que j'évoque maintenant, il n'y a aucune hypothèse radicale supplémentaire. On tente simplement de réécrire la théorie d'Einstein dans un vocabulaire qui est proche de ce qui est utilisé en physique des particules élémentaires. On nomme cela une théorie de jauge, c'est-à-dire une théorie qui est décrite par des symétries et pour lesquelles on sait appliquer les procédures de quantification. Et donc on va voir émerger une théorie qui est à la fois quantique et gravitationnelle. Les grandes leçons de cette théorie, c'est que l'espace, voire l'espace-temps, serait lui-même composé de petits atomes fondamentaux. Si tu veux, un peu comme la matière est constituée de particules insécables, qui ne sont pas vraiment les atomes d'ailleurs, qui sont plutôt les quarks dans l'état actuel des connaissances, l'espace serait lui-même composé de petites structures absolument fondamentales et absolument indivisibles du point de vue structurel. Alors, ce qui est intéressant pour la question qui nous occupe, c'est que quand on applique cette théorie de gravitation quantique à l'évolution de l'univers, on se rend compte que l'évolution contemporaine
est très bien reproduite. L'univers est en expansion parce que l'espace suit en quelque sorte son petit bonhomme de chemin. Mais quand je remonte dans le temps, vient un instant où la structure granulaire de l'espace commence à se révéler. Et cette structure granulaire va jouer le rôle d'une force de répulsion. On pourrait appeler ça une force de géométrie quantique. Donc si je remonte dans le temps, l'univers devient de plus en plus dense, et à un instant, alors que la gravité est très attractive et devrait le conduire à être encore plus dense, c'est la force de géométrie quantique qui va commencer à jouer de façon répulsive et qui va imposer à l'univers une trajectoire symétrique de la trajectoire de condensation, c'est-à-dire une trajectoire d'expansion. Autrement dit, si je repasse tout le film à l'envers, aujourd'hui nous sommes là, l'univers se contracte, se contracte, se contracte, on arrive à un point de densité extrême et l'univers se dilate à nouveau. Et ce point de densité extrême, on ne l'appelle plus Big Bang, on l'appelle Big Bounce, c'est-à-dire grand rebond en anglais. Alors, tu vois que l'essentiel de la phase d'expansion est exactement similaire à celle du modèle du Big Bang. Donc l'image globale reste vraie. Mais la différence fondamentale, c'est que dans cette théorie, ça ne s'achève pas à l'instant du Big Bang, il n'y a plus de divergence, il y a simplement rebond, et il y a maintenant existence ou émergence d'une phase de contraction qui aurait précédé l'actuelle phase d'expansion. Alors ceci a-t-il lieu une fois ou une infinité de fois, donnant par là même naissance à un cosmos cyclique, comme on le trouvait par exemple dans certaines théogonies ou cosmogonies de la Grèce ancienne? Eh bien, la théorie ne le dit pas, ça dépend du contenu. Par exemple, en ce moment, il semble que l'expansion de l'univers accélère, c'est-à-dire que l'univers ne se recontractera vraisemblablement pas, auquel cas il se peut parfaitement qu'il n'y ait eu qu'un seul rebond. L'univers aurait été de toute éternité dans une phase de contraction, il aurait rebondi une fois et se trouverait aujourd'hui de toute éternité future dans une phase d'expansion. Mais il se peut qu'un certain nombre de contractions aient eu lieu et qu'il y ait eu plusieurs rebonds successifs. Cela, nous ne le savons pas. C'est drôle d'ailleurs, tu as peut-être remarqué que quand on explique ce modèle, parfois les gens me disent « mais c'est quand même incroyable, comment l'univers pourrait-il ne pas avoir eu un début ?» Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qui est incroyable, c'est que l'univers ait eu un début. Ce qui est très dur à penser du point de vue presque métaphysique, comme transition du non-étant à l'étant, c'est le fait qu'il y ait un commencement. Le fait que l'univers, en tant que contenant, si l'on peut dire, en tant qu'espace-temps soit éternel, est non seulement, me semble-t-il, métaphysiquement plus cohérent et incontestablement, mathématiquement plus satisfaisant. Alors est-ce que c'est vrai? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que maintenant ce qui manque, au-delà de la cohérence du modèle, ce sont des indications observationnelles ou expérimentales. Moi c'est exactement mon travail, j'essaye de trouver des observables cosmologiques qui laissent transparaître des petites empreintes de cet éventuel rebond, voire de ce qui serait passé avant le rebond. Alors c'est un peu difficile à faire, parce que bien sûr ce ne sont pas des choses simples. Néanmoins, il y a un certain nombre de pistes. On sait par exemple que la structure causale d'un univers qui a subi un rebond n'est pas exactement la même que celle d'un univers qui n'en a pas subi. Par conséquent, la manière dont les fluctuations, c'est-à-dire les petites perturbations comme ça, d'origine quantique, qui sont à l'origine de la formation des grandes structures dans l'univers, qui sont à l'origine des galaxies, donc la manière, disais-je, dont ces fluctuations vont se répartir en fonction de leur taille dans un modèle sans rebond, disons cosmologie standard de type relativité générale, ou dans un modèle avec rebond de type, par exemple, et entre autres, gravité quantique à boucle, ne sera pas la même. Donc ce qu'on tente d'étudier, ce sont les conséquences, aujourd'hui observées par exemple par le satellite Planck, qu'auraient ces modèles de rebond sur la répartition des différentes fluctuations dans l'univers en fonction de leur taille. Il y a des espoirs que nous puissions enfin tester ces choses, mais nous ne sommes pas encore parvenus à trouver une observable qui soit absolument non ambiguë. Donc récemment, par exemple, j'ai eu d'autres idées. Peut-être que des ondes gravitationnelles pourraient traverser le Big Bounce et être encore détectables dans l'univers contemporain, signant par là même des phénomènes qui auraient eu lieu dans la phase de contraction. C'est beaucoup trop tôt pour savoir si ces suggestions mèneront quelque part. Vraisemblablement, comme la plupart des idées échevelées, elles ne mèneront nulle part, mais elles méritent d'exister et de tenter de faire aujourd'hui, dirais-je, entrer dans le giron de la science expérimentale les idées fondamentales de la gravité quantique qui sont directement liées aux manières de répondre à la question de l'avant-Big Bang. Donc si tu veux en résumer, si je prends la théorie que je connais, que je contrôle et que j'aime,
la relativité générale? La réponse est il n'y a pas d'avant Big Bang. Avant le Big Bang n'existe pas parce que le temps apparaît au moment du Big Bang. Et c'est une réponse qui est acceptable. Mais cette réponse émane d'une théorie qui est vraisemblablement incorrecte dans ce régime. Il me faut donc recourir à une théorie de gravitation quantique. Le problème est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de théorie de gravitation quantique qui soit bien comprise, bien testée et suffisamment validée par des prédictions expérimentales. La réponse ne peut donc être que spéculative et incertaine. Dans ce cadre, une des réponses possibles, qui est suggérée par la gravitation quantique à boucle, c'est l'existence d'une phase de contraction de l'univers suivie d'un rebond et de la phase d'expansion aujourd'hui observée. Ce rebond est extraordinairement puissant. Il va essentiellement, bien évidemment, détruire tous les éventuels objets qui auraient existé dans la phase le précédent, mais quelques structures physiques très faiblement couplées, comme les ondes de gravité, pourraient éventuellement, avec des guillemets, avec des points d'interrogation, traverser le rebond et être encore aujourd'hui visibles, soit sous la forme de perturbations dans l'univers primordial, qui auraient laissé des empreintes dans le fond diffus cosmologique, soit sous la forme d'ondes gravitationnelles directement observables par les interféromètres. Voilà où nous en sommes. Ce sont des interrogations très fondamentales, c'est une histoire qui est loin d'être achevée, mais je pense t'avoir dit de façon à peu près honnête où nous en sommes. Je te remercie.